Allô tout le monde, bienvenue au podcast de l'Acadie Acadienne. Et puis aujourd'hui, c'est mon honneur de vous présenter M. André-Carl Vachon. C'est un Québécois, tu peux l'appeler Québécois ou Acadien. Il habite au Québec et puis on va apprendre beaucoup plus de lui là dans un instant. Il a écrit beaucoup de livres à propos de l'Acadie et puis il a fait beaucoup de recherches sur nos ancêtres. Ça fait que monsieur, comment ça va vous deux? Salut, ça va très bien. Bien content d'être avec toute la gang aujourd'hui, présentement, avec vous autres. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Certainement, avec le podcast ici, j'ai vu beaucoup de personnages qui ont fait beaucoup de recherches sur l'Acadie, puis tu as un résumé, et puis on peut parler un peu à ça. Premièrement, tu sais, pour dire tu es un Acadien qui reste au Québec, Vachon, ton dernier nom, moi, je crois qu'on devait savoir un peu plus à toi. Ta jeunesse, ton histoire, ton temps au collège, conte-moi ton histoire. Ben, déjà, pour commencer, évidemment, Vachon, c'est pas acadien. Fait que c'est normal que tout le monde fasse comme c'est quoi ce nom-là? Ah, c'est Beauceron, donc de Chaudière-Appalaches au Québec. Mais j'ai effectivement, quand je monte deux générations, mais mes grands-parents, ils ont des ancêtres acadiens. La grand-mère de mon grand-père maternel, c'est une Lejeune, donc d'Acadie. Puis ensuite, ben, si je continue à monter, ben, là, il va y avoir d'autres, effectivement, notre famille qu'on connaît, là, Thibodeau, Trahan, qui est plus québécois puis louisianais, moins en Nouvelle-Écosse après la déportation, évidemment. Puis il y en a d'autres, là, je veux dire, il y en a plein, 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 Como, Robichaud, Richard, puis j'en ai une coupe. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, c'est ben, mon parcours. Ben, moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Fabien-de-Panay, qui est sur les frontières du Maine, qui Ouais. est à la même hauteur que le Madawaska, au Nouveau-Brunswick. Ce qui nous sépare, c'est quand ils ont monté la frontière dans les années 1800, au début des années 1800, là, avec la guerre, là, puis ils ont monté la frontière, puis ce qui a créé le Maine, qui a séparé, dans le fond, nos régions. Là. Ouais. Mais, puis c'est ça. Puis mon père, il est du village juste à côté où commence le fleuve Saint-Jean, qui fait tout le Nouveau-Brunswick. Donc, c'était un passage aussi par les Acadiens qui se sont réfugiés. Ils ont passé par Mont-Patelin, qui n'existait pas encore à ce moment-là, pour se rendre soit à Montmagny ou à Québec. Ça, rapidement. Donc, moi, je viens de ce petit coin-là, donc descendant acadien, évidemment. Bon, mes études, j'ai grandi ensuite dans la région de Montréal. Fait que je suis allé à l'Université de Montréal. Je suis devenu enseignant en enseignement religieux, ce qui n'existe plus, mais qui existait dans mon temps, au début des années 90. Ouais. Je m'en souviens de ça. Ouais, c'est ça. Là, Ouais. on est ailleurs. Là. Ça s'enseigne plus. En tout cas, au Québec, ça s'enseigne plus. Là. C'est autre chose à cette heure, mais c'est pas grave. Puis pendant que j'enseignais, ben, je suis allé chercher mon certificat en enseignement de l'histoire où j'ai gradué à l'UQAM, donc en 2005. Puis ensuite, je suis allé faire ma maîtrise à l'Université de Trois-Rivières, du Québec à Trois-Rivières. Donc, j'ai fait ma maîtrise, mais en histoire acadienne. Donc, mon mémoire, c'était sur les réfugiés acadiens au Québec. Donc ça, c'est mon parcours là, des études. Ensuite, ben, ça fait 20 ans que j'enseigne au Collège Jean-Eudes dans Montréal. Avant ça, j'étais dans une école secondaire là, sur la rive sud de Montréal. Là. Ça fait 28 ans que j'enseigne. Fait que, grosso modo, c'est à peu près ça qui est moi. Ouais. Et puis, plusieurs de livres tu as écrit à propos de l'Acadie. Tu peux parler à Pugor. Ça, c'est beaucoup à propos de nos ancêtres de ça et vu. Oui, oui, ben c'est ça. Ben, moi, quand j'étais plus jeune, ben, mon grand-père, il nous parlait de sa grand-mère acadienne. Ses frères aussi nous en parlaient. Puis quand on regarde ça, tu sais, c'est pas loin dans le temps. Ça a l'air loin physiquement, mais quand on parle de génération en génération, c'est pas si loin. Elle, cette grand-mère-là de mon grand-père, c'est son arrière-grand-père qui est arrivé comme réfugié avec ses parents, ses frères et sœurs. C'est dans le temps de la déportation, là, en 1756, qui sont arrivés eux autres. Puis, fait que tu vois, elle, de son arrière-grand-père, ben, tu sais, il entendait les histoires à la maison, puis elle l'a ensuite transmis à ses enfants, par ses petits-enfants.
Puis, ben, c'est ça. Ben, moi, comme je viens d'un petit village de raconteux, comme on dit par chez nous, ben, évidemment, ben, j'étais très, très, très attentif à toutes ces petites histoires-là. Puis, à un moment donné, ben, j'ai voulu en savoir plus. Puis là, ben, ma quête est partie. Tu sais, je lisais du Beaunard-Arsenault, puis ça me suffisait pas. Tu sais, il disait, par exemple, comme mes ancêtres dans Beaunard-Arsenault, ben, ils sont partis de Pisiquit, puis là, tout d'un coup, ils sont à Québec. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ouais. Tu sais, là, moi, j'étais pas. Je lisais ça, je me disais, ouais, OK. Puis là, il y avait toutes sortes d'histoires. Là. Il y en a qui ont marché, il y en a qui ont vécu avec les Autochtones, il y en a qui ont peut-être pris des bateaux, il y en a qui ont peut-être pris des radeaux. Puis là, on savait pas trop. Tu sais, c'était pas clair, là. Puis moi, je voulais clarifier cette affaire-là. Puis je me suis dit, je suis pas le seul à se poser ces questions-là. Évidemment, quand on est de la diaspora acadienne, bien évidemment, tout le monde se demande à un moment donné comment ça se fait que nos ancêtres sont ici à cette heure. Là. Tu sais, tout le monde se demande ça. Là. Comment est-ce qu'il y en a qui étaient des prisonniers puis finalement ils n'ont jamais été déportés, mais il y en a qui, eux, ils ont réussi à fuir puis ils se sont ramassés dans les camps de réfugiés, comme à Miramichi. Mes ancêtres sont passés par là, puis ensuite ils ont été rapatriés à Québec. Tu sais, fait que c'est toutes ces questions-là que je me suis posées à travers le temps. Puis qu'à un moment donné, ben, c'est ça, j'ai commencé à publier, puis ben voilà, c'est parti. Puis les gens, tu sais, le premier livre, là, je me rappelle encore, il y a 10 ans, là, que là, dans quelques jours, là, il y a 10 ans, je le recevais mon exemplaire, là, tu sais, dans mes mains. Puis ensuite, la tournée des salons du livre ont commencé. Puis je me rappelle ma toute première entrevue avec Anne Godin à Radio-Canada. Là, elle a pris sa retraite, là, elle est conteuse, là, elle fait d'autres choses, là, mais quand elle était à Radio-Canada, au Salon du livre de la péninsule acadienne, elle a dit, écoute, elle a fait une entrevue avec Edith Butler juste avant moi, puis là, moi, j'étais là, je suis le prochain, moi, là, ça, c'est Edith Butler. Puis, tu sais, je ne suis pas connu là, à ce moment-là, là, puis je parle il y a 10 ans passés, là. Là, je me disais, oh mon Dieu, c'est moi tout de suite après. Puis là, je ne comprenais pas. Puis là, fait l'entrevue avec Anne, puis là, j'étais impressionné un petit peu. Tu sais, je ne comprends pas trop ce qui se passe. C'est le salon, il y a plein de monde. Puis elle dit à 11h58, là, tu sais, là, elle dit, bon, ben là, il faut que tous les Acadiens lisent ce livre-là. Puis là, elle a fait ses remerciements. Merci à tout le monde. Venez nous voir au Salon du livre, puis l'émission était finie. Puis là, moi, je suis resté comme, OK, c'est ça qui vient de se passer. Puis après ça, j'ai eu du monde là, à plein pendant ce salon-là. Puis ça n'a pas lâché. Puis ensuite, tu vois, au Salon du livre de Montréal, toujours dans le même automne, en 2014, il y a une dame qui me dit c'est quoi la suite? La suite. Moi, dans ma tête, j'avais tout réglé mes questions personnelles. Là. J'avais tout réglé le sort du monde des Acadiens. Du moins au Québec. Là, je ne parle pas de toute la planète au complet, mais pour mon besoin personnel, dans ma tête, c'était réglé. Fait que là, après ça, je me suis dit, ah ouais, tu sais, c'est à ce point-là, les gens, ils aiment ça, puis ils veulent une suite. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et puis là, je me suis dit, ah tiens, ceux qui sont venus, tu sais, qui ont été déportés en Nouvelle-Angleterre, tu sais, comment ils sont venus? Puis là, je me suis posé des questions. Tu sais, que là, je me disais, est-ce que je serais capable de trouver de quoi? Puis finalement, je suis parti sur plein de découvertes. Puis là, j'ai trouvé dans la Gazette de l'époque. La Gazette de l'époque, là, les journaux, là, c'était 4 pages. C'était pas bien compliqué. Puis à la troisième page, ça allait vite pour les regarder. Ils parlent-tu des Acadiens? Ils parlent-tu de ce qui se passe avec eux autres? Puis je me suis rendu compte qu'à la troisième page, en bas, à droite, il y avait une chronique douanière. Puis dans cette chronique-là, il y avait 3 choses importantes. Les bateaux en préparation de départ, puis là, il disait le nom du bateau, puis il disait où est-ce qu'il s'en allait, puis des fois, j'étais chanceux, il y avait le nom du capitaine. La deuxième partie, c'était ceux qui venaient de partir, puis qui disaient où est-ce qu'ils s'en allaient, même chose, nom du bateau, puis le nom du capitaine. Puis la dernière, c'était ceux qui venaient d'arriver. Même chose, nom du bateau, nom du capitaine, puis d'où ce qui venait. Là, je me suis dit, attends un petit peu. Là, le système de gazette, on a la Gazette au Québec, il y a la Gazette aux États-Unis. À ce temps-là, ça ne l'était pas, là, en Nouvelle-Angleterre. Là, je me suis dit, ben, c'est la Gazette britannique, c'est le système qu'ils nous ont imposé ici. Là. Fait que ça devrait être à peu près le même genre. Puis, tu sais, les bateaux marchands, dans ce temps-là, ben, ils achetaient ta gazette, c'est soit que tu as brûlé pour te réchauffer ou il n'y avait pas de recyclage, là, ou tu la ramenais puis tu as passé aux autres, puis les autres pouvaient aller sur le bateau ou quand ils arrivaient à Boston, New York ou n'importe où. Tu sais, je me suis dit, ben, ça doit être quelque chose du genre.
Et là, fouille dans les archives, puis je commence à trouver. Puis là, je trouve tout d'un coup, ben oui, un mois plus tard, le bateau parti de Boston, il vient bien arrivé à Québec. Puis c'est bien la même affaire, le même nom de bateau, le même nom de capitaine, puis les provenances, tout fonctionnait. Puis là, je me dis, oh, t'as un peu, il y a peut-être quelque chose là. Puis là, tout d'un coup, il y en a qui avaient même des petites chroniques à côté. Il y a un Acadien, quand il est arrivé à Québec, il a pris le temps d'écrire dans la Gazette pour remercier le propriétaire du bateau qui leur avait permis de prendre son bateau pour s'en venir à Québec. Et là, il s'est dit, il était combien, là, puis tout le kit, là. Là, j'ai dit, waouh! Puis, tu sais, personne n'avait jamais utilisé ça, là. Moi, j'avais jamais vu ça dans aucun livre d'histoire d'Acadiens, là. Fait que là, je me suis dit, attends un peu, là, il y a quelque chose là. Puis là, ben, j'ai écrit ben, l'offre de Murray, là, les Acadiens déportés qui acceptèrent l'offre de Murray. Puis là, dedans, j'explique toute cette question-là de légende, justement, des grandes marches qui finalement ben, comme je t'ai dit tantôt, moi, j'enseigne l'enseignement religieux. C'était ma première formation. Fait que j'ai fait théologie puis sciences religieuses pour ça, et pédagogie, évidemment. Puis quand j'ai fait théologie, mais on apprenait ce qu'on appelle de l'exégèse biblique. Donc ça, c'est à décoder les textes dans la Bible, puis comprendre les couches historiques, puis qu'est-ce qui est du grec, qu'est-ce qui est de l'hébreu, qu'est-ce qui est ajouté. Puis les liens entre le Nouveau et l'Ancien Testament, parce que des fois, ils se répondent hein, l'un l'autre, puis ils veulent démontrer que c'est Jésus, c'était bien celui qui est annoncé dans l'Ancien. Fait que là, ils font des références à des textes de l'Ancien Testament. Bref, moi, je lisais les textes québécois qui parlaient justement du retour, soi-disant, des Acadiens. Premièrement, ça se pouvait pas. Ils n'avaient jamais vécu ici, fait qu'ils ne pouvaient pas être de retour. Première affaire qui m'agressait. La deuxième, je me disais, ouais, ben, si on marchait 900 km entre New York puis Montréal, je trouvais ça un petit peu louche parce que comme historien, je savais que c'était la voie navale qui était utilisée plus que d'autres choses. Donc, c'était par le fleuve, par l'océan, le fleuve, ou par les grandes rivières, la rivière Hudson aux États-Unis, ou qui devient Saint-Jean au Québec, le Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que là, je me disais, c'est un peu bizarre. Fait que là, j'ai commencé à regarder, puis c'est ça. Fait que là, j'ai trouvé effectivement que tout le monde qui arrivait de la Nouvelle-Angleterre faisait baptiser les nouveaux-nés direct en arrivant à Québec. Puis là, dans la chronique douanière, ça donnait que c'était le même monde. Fait que là, j'ai dit, waouh, tout ça fonctionne. Fait que là, j'ai dit, OK, fait que là, les légendes, on va démêler ça un petit peu. Puis là, j'ai commencé à reconnaître des textes religieux, donc mon lien que je fais avec mes études. Et là, j'ai vraiment trouvé des textes qui ça ressemblait à l'exil des Juifs à Babylone, dans les juges, là, avec Ruth aussi, là, quand il parle des caravanes, c'est des textes de Ruth dans l'Ancien Testament. Et là, je me suis posé la question, mais qui est-ce qui a écrit notre histoire acadienne en premier? C'était les religieux. C'est des prêtres, c'est des curés qui ont écrit notre histoire. Puis ils lisaient ben, le bréviaire à tous les jours. Fait qu'ils faisaient des liens entre le bon peuple juif qui était si bon, puis que finalement, qui était tellement croyant qu'ils ont réussi à s'en sortir. Puis là, Jésus est arrivé là, à travers ça, puis le Messie est arrivé, puis là, pour les chrétiens. Puis là, ben, donc, nos ancêtres acadiens, c'était des bons chrétiens. Fait ils ont fait le parallèle. Je te dis pas que c'est du copier-coller intégral, là, mais il y a des affaires qu'effectivement, c'est similaire. Celui-là du texte de Ruth, c'est incroyable parce que je te dis, avec un petit peu d'imagination, tu changes la forêt boréale là, avec justement la faune et la flore là-bas, là, en Palestine, là, puis tu as juste les animaux qui le quittent, là, puis tu as l'histoire acadienne, mais on parle des Juifs à Babylone. C'est un peu fou de même. Fait que là, je me suis dit, OK, là, je vais enlever ce qui est du religieux, de l'univers religieux, pour voir qu'est-ce qui reste en fait historique. Puis finalement, il ne restait pas grand-chose parce que il n'avait pas fait les recherches, puis il n'y avait pas les outils nécessaires à ce moment-là pour tout faire les recherches comme on peut le faire aujourd'hui avec l'avancement d'Internet, puis l'accès aux archives, ce qui était moins facile à une certaine époque, on s'entend. Il fallait se rendre sur place, puis avant qu'Internet arrive, je me suis rendu sur place, à Londres, à Paris. Je suis allé à Nouvelle-Orléans pour fouiller dans les archives. Je suis allé à Ottawa, je ne sais pas combien de fois. Je suis allé à Sydney, à Halifax. Puis, tu sais, à Québec, puis j'écrivais, hein, puis je voulais donc trouver, puis je voulais donc trouver. Puis ben, oui, j'ai trouvé une coupe d'affaires, puis ben c'est ça. Fait que là,
À cette heure, j'ai 13 livres à mon compte. Là, le 13e, il vient de sortir. Le lancement va être pendant le congrès mondial, le 13 août. Puis, ben, c'est ça, ça continue. Puis, j'ai une liste de projets parce que finalement, ben, tu sais, tu ouvres la boîte de Pandore, puis tu as plein d'affaires qui sortent, là. Fait que, aussitôt tu trouves de quoi, il y a une question, hey, je pourrais écrire ça, puis je pourrais écrire ça. Puis, aussitôt que je trouve un nouveau document, je le mets de côté, puis ben, peut-être qu'à un moment donné, je vais l'utiliser. Puis finalement, ben oui, je finis par les utiliser. Fait que c'est un peu ma folie de recherche. Puis en même temps, ben, les gens aiment ça, puis les gens sont contents. Puis ben, je continue dans le fond à écrire parce que ben, le public en demande aussi. Puis ben, moi, je réponds à mes questions. C'est fou parce que ça répond à mes questions personnelles, tu sais. Ouais. Puis en même temps, ben, ça répond à toutes les questions que plusieurs Acadiens peuvent se poser là, sur comment nos ancêtres en sont arrivés là. Puis c'est ça qui fait que dans le fond, ça continue. Puis là-dedans, il y a des gens qui me demandent des comptes, qui m'offrent des contrats, puis qui me demandent hey, tu ne pourrais pas nous écrire ça, puis j'aimerais ça que tu nous écrives ça. Puis l'exemple de la Martinique en est un. Moi, je n'étais pas parti pour écrire un livre sur l'histoire des Acadiens en Martinique. Là, ça ne faisait pas partie de mes projets. Et ce sont des gens du parc régional de la Martinique qui sont venus à Montréal pour un événement de tourisme et qui m'ont fait demander. Puis là, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Puis je suis allé à leur rencontre, puis finalement, avec les journalistes sont arrivés, puis je savais pas ce qui se passait là pantoute. Puis là, ben, c'était la grosse affaire. Puis là, ben, finalement, ils m'ont demandé d'écrire ce livre-là. Puis là, je dis OK, attends un petit peu, parce que là, la Martinique, il y a une histoire particulière là aussi. Il y a eu une révolte d'esclaves là aussi, puis c'est normal. Je veux dire, ça fait partie de notre histoire. Mais quand il y a eu ces révoltes-là, ils ont détruit beaucoup de documents. Ils ont brûlé bien des papiers. Puis de l'autre côté, ensuite, il y a eu l'éruption du Mont Pelé au début des années 1900, 1902, si je ne me trompe pas, qui a brûlé, là, mais qui a vraiment rasé là, tout le nord de l'île. Puis la plupart des Acadiens étaient dans le nord de l'île. Ils sont arrivés à Saint-Pierre, puis ensuite, ils ont été fondés un petit village, et ça va faire justement 260 ans en 2025, et qui s'appelait à ce moment-là Chamflore, qui aujourd'hui s'appelle Morne-Rouge. Mais là, tu sais, quand tu dis que tous les papiers ont été brûlés, pour ceux qui restaient, tu dis, OK, t'as peu comment je vais faire ça? Alors, c'est ce que je leur ai dit. Je vais essayer, mais je ne vous garantis rien parce que faut que je commence par trouver des affaires. Moi, je ne vous sortirai pas un livre d'à peu près, là, de il semble que, puis l'hypothèse dit que. Là, je dis, je vais essayer, j'aimerais ça que ce soit vraiment un livre qu'on peut vraiment se baser avec des documents puis des choses. Je me suis mis dans une recherche de fou parce que là, qui sont-ils? Premièrement, tu sais, parce que souvent, on voit ça, là, les chiffres, là, des fois, il y était 400 familles, finalement, il était 200 quelques, là, tu sais, on est loin de 400 familles, là, si on parle de personnes. Là, tu disais un petit peu, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que là, c'était de les identifier. Finalement, j'ai trouvé les registres. Eux autres, il y avait une copie qui avait été sauvegardée. Fait que là, j'ai commencé à tout lire ça, là, mais lire, là, comme un livre, là, puis à noter tous les noms, puis ah, tiens, il y a un parrain là, ah, tiens, ça, c'est un nom acadien, puis là, ben, c'est qui ce gars-là? Puis à noter tout ça. Puis ensuite, j'ai commencé à lire et à trouver les lettres des gouverneurs, puis qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était quoi les intentions quand ils ont accueilli des Acadiens? Puis c'était ça de New York, puis là, ben, ça a donné que mes ancêtres, qui du côté de mon père, la seule lignée donc d'Acadiens du côté de mon père, ce sont des Acadiens qui ont été déportés de Annapolis-Royal à New York. Puis après la guerre, en 1764, ben, on leur a proposé de recommencer leur vie en Martinique. Puis là, ben, il y a 129 Acadiens ont accepté, puis il y a des enfants là-dedans. Là. Puis ils sont partis justement en Martinique, à Saint-Pierre. Puis ils se sont installés là. Puis, fait que, tu sais, c'est ça avec, tu sais, moi, je savais que j'avais des ancêtres mariés en Martinique, que j'avais fait ma généalogie, mais je n'avais pas fait le lien jusqu'à temps que je fasse cette recherche-là en tant que telle, puis que là, je comprenne que, oh, t'as un peu, c'était mes ancêtres acadiens, ça. Puis, waouh, c'est des Martins, puis c'est François Martin, Maria-Françoise Laure, d'anciennement Port-Royal, puis qui ont fait leur vie là puis qui sont enterrés là. Et eux autres, après la fondation du village, ben ensuite, ils se sont installés plus sur la côte, qui s'appelle le Carbet, qui est juste au sud de Saint-Pierre. Puis ils sont enterrés là. Puis quand je suis allé en 2017, ils m'ont dit « Ah oui, oui, M. Martin habitait pas très loin d'ici. » Puis je disais « OK, arrête un peu là. » C'est un peu intense, cette affaire-là, mais... Fait que c'est ça, tu sais, c'est tous des projets comme ça, que soit qui viennent de mes questions personnelles ou que des gens m'approchent
pour écrire. Mon Raconte-moi la déportation des Acadiens, mon roman jeunesse. C'est Régent Tremblay qui a écrit L'Anse et Conte, qui a écrit plein de séries francophones là, au Québec, qui m'a approché, qui est journaliste sportif. Et puis, moi, je disais, ah oui, OK, je vais essayer ça. J'ai fait une entrevue d'1 heure avec l'autre co-directrice aussi. Puis, ils m'ont dit, comment tu ferais ça? Parce que j'avais jamais fait ça, moi, un roman jeunesse. Ben, je me le vois le raconter à ma filleule de 7 ans. Fait que oui, je vais trouver une façon. Puis finalement, il se vend encore. Il est paru en 2019, il se vend encore. J'ai été finaliste aux Éloises avec ce roman-là. Puis, tu sais, ça bouge beaucoup. Mais encore là, tu vois, ça, je ne l'aurais pas écrit, mais c'est quelqu'un qui m'a approché pour l'écrire. Puis je trouve ça, c'est ça que je trouve le fun. Parce que là, les gens, ils voient quel type de recherche que je fais, puis là, ils m'approchent pour des projets. Puis ben, moi, je trouve ça super stimulant. Là, puis ça, go. Ben, j'étais un gars de projet, j'aime ça. Puis je dis go, pourquoi pas. Puis ça fonctionne. Tu sais. Puis voilà. C'est que 10 ans plus tard, je suis avec toi en train de jaser de ça. C'est vrai ça. Puis, t'as gardé combien longtemps t'as parlé un bon 15 minutes. Ah Comme, oui, oui. et puis, c'est vraiment du intéressant à faire. Tu parles à gars, tu sais, c'est si t'as un plaisir faire le refaire, c'est si t'as le fun que le monde t'approche. Fais un peu de. Tu sais, on a parlé un peu, gars, ceci avant le podcast, à travers de Facebook Messenger. Il y a si tant de choses à découvrir, gars, l'Acadie. Comme, penses-tu qu'on a même découvert possiblement, par exemple, peut-être 50% de ce qui s'est passé? C'est un mystère. Je veux dire, moi, qu'est-ce que tu as à dire, gars, ça? Ben, ça reste encore, moi, à ma grande surprise. Est-ce que je peux donner un pourcentage? Non, parce qu'évidemment, il y a encore plein de choses qui n'ont pas été trouvées. Euh, et là, je me base sur l'exemple que moi j'ai vécu, c'est-à-dire où quand j'écrivais justement Love de Murray, euh, ben, même quand j'ai écrit La Martinique, j'ai trouvé plein d'affaires que personne ne savait. Là, fait que, même chose. Là. Euh, ben, si je reprends l'exemple de l'offre de Murray, il y avait une liste d'Acadiens que moi j'ai trouvée qui datait de septembre 1763, des Acadiens du Connecticut. Puis c'était pas connu du Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton. Puis même, c'est Stephen White m'a dit non, ça n'existe pas, ça, puis on n'a pas ça, puis ça n'existe pas. Puis là, je me disais, ben voyons, il y a une référence, il y avait une référence dans un livre des années 50 par un Louisianais. Fait que je me disais, s'il y a une référence, il doit bien avoir un document quelque part. Puis il est où ce document-là? Fait que là, c'est ça que je me suis dit. Puis là, je dis, il n'est pas connu à Moncton, mais ils disent que ça, c'est une invention du gars en Louisiane. Ben, j'ai dit, OK, t'as peu. Mais là, moi, j'avais des petits doutes parce que ça aurait pu arriver. Alors là, j'ai écrit à un de mes co-auteurs de l'Acadie hier et aujourd'hui, là, qui était publié chez Grande Marée. Fait que j'ai écrit à Martin Guidry, qui est en Louisiane. Puis je dis, Martin, je dis, ça te dit-tu quelque chose, ça? Puis il dit, laisse-moi fouiller dans mes papiers, puis il dit, je te reviens. Ça a pris une couple de jours. Puis il me dit, ben, il dit, j'ai une copie. Il m'a envoyé la copie, mais pas l'original. C'était une retranscription. Puis il dit, ça vient d'Ottawa. Je dis, comment d'Ottawa? Tu dis les archives d'Ottawa? Il dit, oui, oui. Ben, j'ai OK, je vais écrire aux archives d'Ottawa, mais là, c'est ça qui est étrange. Mon ami en Louisiane me dit, lui, il a une copie. À Moncton, ils ne connaissent pas ça. Puis il me réfère à Ottawa. Fait que là, j'ai dit, c'est assez étrange. J'écris aux archives à Ottawa, ça prend une couple de jours. Ils me répondent, et puis là, ils me disent, c'est dans des archives en France. Je dis, oui, mais tu sais, des archives en France, là, il y en a, en veux-tu, il y en a en masse. Fait que j'ai dit, peux-tu au moins me donner comme un échantillon? Peux-tu réduire un peu l'écart c'est dans des archives en France? Elle m'a donné 3 adresses. Puis finalement, c'est la deuxième qui m'a dit, oui, monsieur, on a ce document-là. Et là, j'ai trouvé l'original, qui était finalement au ministère des Affaires étrangères à Paris, qui n'était pas avec les papiers de la colonisation qu'on trouve d'habitude, qui est aux archives qu'on appelle nationales d'outre-mer. C'est là, habituellement, les archives des colonies. Mais là, tu vois, il était aux affaires étrangères. Fait que, tu sais, des documents qui se sont perdus, mais qui sont dans une autre place, ben, tu sais, j'en ai trouvé un. Il y en a combien d'autres? Fait que là, ça, on le sait pas.
Puis quand j'ai écrit mon livre sur la colonisation de l'Acadie, ben, en fouillant dans les registres, que là, parce que plus ça va, plus les vieux registres en France, ceux qui existent encore, on a accès. Fait que là, fouille, fouille. Mais il y a combien de documents notariés qui ne sont pas encore numérisés, qui n'ont jamais été lus ou qui sont dans des documents, des chemises, puis que c'est classé en quelque part, puis ils ne savent pas ce que c'est parce qu'ils n'ont pas fait d'inventaire, puis ils n'ont aucune idée ce que c'est parce qu'en plus, c'est en vieux français. Puis là, ben, ça prend quelqu'un qui connaît de la paléographie, qui sait lire le vieux français pour être capable de déchiffrer ces documents-là. Puis là, puis il y en a qui sont en latin. Fait que là, il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui parle latin. Là. C'est plus comme dans les années 60 où là, tout le monde apprenait le latin, ceux qui allaient à l'école, du moins là, qui allaient au cours classique. On n'est plus là. Là. Ces personnes âgées-là, aujourd'hui, ont 90 ans, 100 ans. Là, puis, donc, ceux qui parlent latin, il y en a de moins en moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, là, mais il y en a qui ont appris ça pour l'université. Là. Mais ça fait que c'est plus complexe. Là, Donc, combien d'autres documents dorment en quelque part? Ben, moi, je rêve toujours d'en trouver un nouveau. Parce que je ne sais jamais où ce que tu sais, je fouille, puis à un moment donné, je dis, ah, tiens, je vais me regarder là. Puis souvent, puis c'est négligé, c'est de fouiller dans les archives religieuses. C'est négligé, puis pourtant, c'est les curés, puis c'est le clergé qui menait nos écoles, qui menaient nos hôpitaux avant les années 60. Puis il y a plein d'affaires là-dedans. Les presbytères, ils ont des documents incroyables. Il y a une femme, je ne me rappelle pas d'où elle vient, là, mais elle a trouvé dans des archives au Québec, dans un presbytère, le journal d'un ancien missionnaire qui était dans la région, là, à Arisha, en Nouvelle-Écosse. Ouais. OK? Ça, là, c'était pas connu. Et dans son journal, il y avait plein d'annotations sur j'ai fait la funéraille de tel Acadien, telle date, j'ai baptisé telle personne, plein d'affaires qu'on ne connaissait pas. Puis là, ce livre-là, il est publié de l'année passée. Là. Elle a travaillé avec Stephen White là, pour s'assurer que tout soit correct. Mais tu vois, là, ça, c'est l'année passée. Là, c'est quelque chose de complètement nouveau là, qui est apparu de même. Le journal d'un ancien missionnaire à Arisha. Là. C'est quand même impressionnant. Fait que tu dis, il y en a combien d'autres missionnaires qui sont passés dans votre coin, hein, dans Clare, dans Argyle, ou qui sont passés à Pictou ou ailleurs, où on n'a aucune idée, puis que ce journal-là, il dort peut-être en quelque part en France, ici au Québec, ou je ne sais pas ailleurs, peut-être même en Louisiane. Il y en a combien d'autres documents de même qu'on va découvrir, puis que ben, ça prend des fouineux, puis ça prend du monde qui se pose des questions, puis qui se dit ben, s'il a vécu là, ben, peut-être qu'il a laissé une trace à tel endroit. Puis dans ce cas-là, ben, on a eu une superbe découverte. Puis ça a permis là, de découvrir des choses qu'on ne savait plus parce que nos registres, comme tu sais, ben, il y en a qui ont été brûlés. Fait que, ben, il y en a qui sont disparus. Mais par ces documents-là qu'on retrouve, par des actes notariés qu'on trouve qui viennent corroborer des hypothèses ou même complètement les détruire parce que là, le document vient de dire quelque chose de complètement nouveau ou qui change l'hypothèse qu'on pensait avant. Comme par exemple quand j'ai trouvé les baptêmes à Québec puis les enregistrements dans la Gazette où la personne savait ça. Fait que ça permet d'ouvrir ces horizons-là. Moi, je me dis qu'il y en a encore à trouver. J'ai commencé j'ai plein de petits projets de commencer, dont un que j'avais commencé pendant la pandémie, puis c'est probablement un des prochains que je vais finir. C'est les Acadiens en République, pas en République dominicaine, qu'est-ce que je dis là? Ouais, À le même Haïti. île, là. C'est ça, à Ouais, Haïti. Aujourd'hui, on dit Haïti. Et ouais, dans ce temps-là, on disait Saint-Domingue. Puis là, j'ai dit les deux places de ouais. l'île. Donc, à Saint-Domingue. Donc, mais c'était dans la partie haïtienne là, qui ont habité. Puis là, je le sais, là, j'ai trouvé des affaires. Puis là, ben, il y a encore des petits morceaux qui me restent à placer. Là, mais j'ai hâte de me remettre dedans justement pour m'assurer puis de voir si ça se tient-tu. J'ai trouvé les bateaux qui sont partis de Georgie, qui se sont rendus justement sur l'île de Saint-Domingue. J'ai trouvé ceux-là de Caroline du Sud. Puis il y a plein d'affaires, mais encore là, il y a des registres qui ont brûlé, il y a des gens qu'on a perdus lors de la révolte, des esclaves en Haïti. Donc, même chose. Mais quand même,
J'ai juste hâte de me remettre le nez dedans, puis de voir qu'est-ce que je vais pouvoir se faire sortir qu'on ne connaît pas encore, là. Ouais, puis ça, c'est de quoi que moi, personnellement, c'est difficile à révister. On apprend à gare la déportation. Yo, ouais, les Acadiens, ils ont déporté, excusez-moi, les Acadiens dans les 13 colonies des États-Unis, tout ça. Mais on pense pas souvent à la Martinique, Haïti et tous les endroits là. On peut pas même imaginer, tu sais, il y a des Acadiens qui ont été à Haïti, qui ont été en Louisiane après, ils ont eu leur sou du climat là. Ils pensent peut-être qu'il faisait moins chaud en Louisiane, ils ont peut-être une surprise là, mais comme, ouais, c'est incroyable. Ouais, puis c'est tout ce mouvement de retrouvailles aussi qui font que c'était pas juste la température. Oui, ça a été un facteur, les tempêtes tropicales, les maladies tropicales aussi, mais le fait de se retrouver aussi. Pendant des décennies après la déportation, il y a eu une recherche justement de trouver la parenté, puis des lettres tu sais, étaient envoyées sur des bateaux marchands, puis on sait que ça a existé parce que tu vois, il y a des lettres qui ont été capturées par des Britanniques, puis ça s'est ramassé dans des archives, tu sais, à Londres. Puis là, il y a quelqu'un qui a trouvé ça maintenant, puis c'est Jean-François Mouot, ou je ne sais pas s'il dit Mouot, là, je ne l'ai jamais su, là, mais que lui, il a fait une étude là-dessus, puis on peut trouver ça sur Google, là, quand on cherche. C'est les lettres fantômes, il a appelé ça lettres fantômes, parce qu'ils ont disparu. Puis là-dedans, c'est ça, c'est tu lis ces lettres-là, c'est incroyable, tu sais, parce que tu as quelqu'un de la Louisiane qui écrit à quelqu'un en France, puis qui dit mon oncle est mort, telle date, puis as-tu des nouvelles de ma tante une telle qui est en France? Puis là, finalement, tu as tout ce mouvement-là de retrouvailles, on quitte la France pour s'en aller en Louisiane pour retrouver ces familles-là, mais tu en as aussi qui vont aller au Québec. Il y en a aussi qui vont aller dans la baie des Chaleurs, puis qui finalement, ils vont être envoyés à Richat ou à Chétican avec la Robin, les pêcheries. Puis il y en a qui vont s'installer dans la péninsule acadienne, qui finalement, qui est un mélange de ces Acadiens déportés en France avec ceux qui étaient en prison. Puis il y en a qui étaient, qui étaient venus se réfugier au Québec, qui finalement sont partis vers la baie des Chaleurs. Puis tu as tout ce mélange-là, tu sais, qui est là, qui est vraiment intéressant quand on commence à fouiller un petit peu. Puis même des gens qui m'avaient dit, si tu penses que tu es au Salon du livre de la péninsule ou à Edmundston, puis ils m'avaient dit hey, ça serait le fun que tu nous écrives un livre sur l'apport canadien en Acadie. Les Canadiens qui ont quitté le Canada, parce qu'on appelait ça le Canada avant le Québec, là, Ouais. puis qui sont partis pour aller s'installer justement en Acadie. Puis là, je disais, ben oui, ça pourrait être, c'est dans ma liste, là, mais c'est de l'ouvrage, là, parce que là, ça veut dire c'est passer à travers les registres, passer à travers les recensements pour voir il est où un tel, puis, mais moi, j'ai du fun, là, ça m'amuse au bout, là, parce que c'est encore là, c'est des découvertes, c'est des trouvailles que tu fais comme personne n'a fait avant, puis qui amène un apport original à notre histoire, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est oublié, puis que je ramène parce que j'ai fait ces recherches-là, tu sais, puis je trouve ça, ben, moi, c'est bien stimulant pour moi, là, c'est sûr. Stimulant, puis faut que tu sais stimuler pour un bon montant de temps et tout, parce que tous les recherches et tout ça, faut que tu sois passionné. Comme on a une madame qui s'appelle Lise Robichaud, ici à la baie Sainte-Marie, qui était sur mon podcast. La recherche qu'elle a faite sur le folklore de la baie Sainte-Marie, comme ça, moi, ça revient pas. Le grattage des documents du Massachusetts et tout ça, et c'est ça. Puis une question pour toi. Euh, tu sais, on pense tout le temps, tu sais, les Acadiens, ils sont venus au maritime du Canada. Ben, bien sûr, on sait l'histoire de l'Acadie Port-Royal Grand Prix, tu sais. On était installés là un temps passé, puis ils sont venus. Euh, les Acadiens qui sont installés au Québec, c'est peut-être une question qui est simple, mais il y a peut-être plus de détails. Pourquoi est-ce qu'ils sont installés au Québec? Après la Ben, déportation, ouais. oui, ben, justement, quand la déportation a commencé, c'est une question, stratégique. Euh, Quand ils se sont rendus compte qu'effectivement, on était en train de vider les anciens territoires français, ben là, la ville, il y avait deux villes fortifiées à ce moment-là, Louisbourg
hein, puis c'était sur une île française, c'était pas une île acadienne à ce moment-là. Oui, il y a eu des Acadiens, mais c'était pas une île acadienne, c'était un territoire français, donc à l'île Royale. Puis l'autre ville fortifiée, c'est Québec. Tu en as deux, là. Puis je parle fortifié, là, de la pierre, là, pas en bois, là, pas des palissades, là, vraiment de la pierre. Fait que t'en as deux. Louisbourg, Québec. Alors là, Louisbourg, ils se doutent que c'est la prochaine attaque. Hein, ils viennent de vider la Nouvelle-Écosse là, de ce moment-là. Puis là, ben, il reste les colonies françaises à côté. Fait que Québec, c'est l'endroit de prédilection pour aller se cacher, déjà. Puis plus au nord, à l'intérieur d'un fleuve, c'est une ville protégée. Première des choses. Deuxième, la question de la nourriture. Alors, il y a famine, parce que le premier point de départ pour aller, c'est pas Québec, on les envoie à Miramichi. OK. Miramichi, c'est le grand camp de réfugiés qui est bâti là. Puis dans les documents de l'époque, ça dit clairement que ben, la rivière est poissonneuse, il y a la forêt à côté, puis il y a des champs, là, fait que des petits fruits. Les Autochtones, ils passent par là, fait que c'est clair, il y a des petits fruits, il y a des animaux dans la forêt, puis il y a du poisson. Ils vont être capables de survivre, même si les bateaux de ravitaillement qui arrivent de France, ils ne viennent pas parce qu'il y a un blocus. Fait qu'on les envoie pour commencer à Miramichi, c'est la première place. Il y en a qui vont aller à l'île Saint-Jean aussi, parce que bon, il y a Port La Joie qui est là, aujourd'hui Charlottetown. Fait qu'on envoie des gens là. On essaie de. L'idée, il ne faut pas oublier non plus, ils ne veulent pas s'en aller. Ils veulent rester. Là. Puis on n'est pas à la Première Guerre. Ce qui est nouveau dans l'histoire acadienne, c'est que là, on va vraiment les déporter pour de bon. Mais il y en a qui vont revenir, évidemment, là. Puis il y en a qui vont s'installer dans les autres colonies, puis ils vont rester, là, on le sait. Mais tu sais, toutes les autres guerres, puis ce qu'ils ont su de leur père, puis de leur grand-père, puis de leur arrière-grand-père, de toutes les autres guerres, c'est que ça durait une couple d'années. Après ça, le traité de paix était fait, puis tout le monde retournait sur leur terre, ou tout le monde pouvait retourner, tu sais, puis rester là. Là, cette fois-ci, ils brûlent les maisons, puis ils veulent s'assurer qu'ils ne reviennent pas. On est dans un autre mode de fonctionnement complètement, puis ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas partout. Alors là, ben, c'est ça. On les envoie dans les camps de réfugiés, on les envoie, tu sais, où il y a des regroupements où on peut, justement, ils peuvent s'installer, où ils peuvent peut-être temporairement, parce qu'on va même le voir dans les lettres de l'évêque à Québec, ils vont dire les Acadiens, ils ne veulent pas s'installer ici, ils veulent s'en retourner en Acadie, à cause de ce que je viens de te dire. Fait que finalement, ben, à Miramichi, maintenant, ben, c'est la famine. On voit dans les textes qu'ils sont pognés à faire bouillir leur cuir hein, de souliers, là, de chaussures, comme on dit à l'époque. Puis là, ils mangent ça parce qu'ils ont faim. T'sais, ils mangent leurs souliers. Là. Ça va pas bien. Là. Fait que là, ben, on a déterminé de les rapatrier à Québec. Du moins, même s'il y a des rations maintenant, ben, ils peuvent au moins manger du pain puis prendre un peu de vin. Puis s'ils sont chanceux, on va de la soupe, puis un peu de légumes, puis ben voilà. Puis un peu de viande. T'sais. Fait que c'est comme ça que c'est la première vague. Fait que là, entre 1755 et 1763, tu vois, il va y avoir 1935 Acadiens qui vont venir s'installer. Puis si je suis capable de te dire un chiffre aussi précis que ça, c'est que j'ai passé au peigne fin tous les registres et les actes notariés. Puis je les ai tous répertoriés. Puis après ça, je les ai suivis là, à la trace année par année pour savoir ils sont établis où, quand, comment, qui les accueille. Puis ça, c'est dans mon livre sur les réfugiés, les miliciens acadiens. Puis ce que je voulais, ça c'était mon mémoire de maîtrise en premier. Puis je voulais savoir aussi, tu sais, c'est bien beau, là, on disait qu'il y a des Acadiens qui se sont peut-être battus sur les plaines d'Abraham, le fameux 13 septembre 1759. Puis oui, il y en a eu 150 selon les documents officiels. Puis quand tu regardes les documents officiels, c'est Malartic qui était le lieutenant-gouverneur qui gérait ça. Là. Puis lui, tous ses chiffres sont à zéro. L'armée, les miliciens, tous ces chiffres finissent par zéro. Fait que là, il y a un petit jeu. Moi, j'ai réussi à identifier là, ceux qui étaient restés dans la région de Québec. J'ai identifié 156 gars âgés de 15 ans à 70 ans. J'en ai-tu un ou deux de trop? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être que c'est les 156 points parce que c'est un chiffre rond qu'il a mis. Il n'a pas mis 160. Il a mis 150.
Mais quand même, j'ai réussi à identifier ces gens-là, puis c'était un des buts de mon mémoire de maîtrise. Après la guerre, ben, il y en a, ces 104 qui sont venus, qui vont quitter, les prisons, qui vont venir s'installer au Québec, qui ont entendu dire, donc, prison d'Halifax, par exemple, de l'île Georges, d'un peu partout, là, qui ils vont vers le Québec. Et puis là, parce qu'il y a Sainte-Anne-des-Pays-Bas aussi à Fredericton aujourd'hui, là, mais il y en a qui quittent de là pour s'en venir au Québec. Là, ils vont monter donc le fleuve Saint-Jean. Puis finalement, ben, il y en a 36 que j'ai identifiés, qu'eux autres, il y en a 36 qui étaient partis après, tu sais, que Québec est tombé, Montréal est tombé, mais là, c'était soi-disant la paix, parce qu'il n'y avait plus d'attaque, il n'y avait plus rien à attaquer là. Il restait Restigouche. C'est tout. Le reste a tout tombé. Puis il y en a une couple qui sont partis pour retourner en Acadie, mais ils se sont fait ramasser. Fait qu'il y en a 36 là-dedans qui se sont ramassés en prison. Moi, eux autres, même chose, je les ai identifiés. Puis, ben, eux autres, par la suite, ils sont retournés rejoindre leur famille, tu sais, au Québec. Puis après ça, ben, après la guerre, ben là, tu sais, il y a eu 4000 départs de ce qu'on appelait le Canada. Il y avait 70 000 personnes au Canada avant la guerre. Puis là, il y en a 4000 qui sont partis vers la France et autres colonies françaises, parce qu'ensuite, il y en a qui vont être en Guyane française puis à Saint-Domingue, comme je disais tantôt. Fait que là, le nouveau gouverneur anglais, il se dit, ben, il va bien venir du monde, hein. Puis ben, il vient pas de monde parce que c'est les Français, ils ont dit, ben, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de quelques arpents de neige? Ben, les Britanniques aussi se sont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire là d'un banc de neige, hein? Fait que, on va aller plus à New York ou ben, plus dans le sud, ça va être plus intéressant. Puis on peut les comprendre si on aime moins la neige, là. On peut les comprendre. Bref, ben, tu vois, c'est ça. Il va y avoir Murray, qui était le gouverneur, ben, il va offrir des terres pour tout immigrant qui va venir s'installer. Puis il va en avoir, tu vois, c'est 1000, mon Dieu, 1300 quelques qui vont quitter justement les colonies donc américaines, puis qui vont venir s'installer. Donc, c'est 1377, là, plus précisément, qui viennent s'installer entre 1765 et 1775 en 10 ans. Puis donc, ça fait 3012 Acadiens qui, entre 1755 et 1775, qui sont venus s'installer au Québec. C'est 30 des 11 106 Acadiens qui avaient à ce moment-là répertoriés, recensés. 30 de la population acadienne est au Québec à ce moment-là. C'est quand même imposant, là. Puis ça, c'est une donnée qui n'est pas super connue, que justement, je fais la promotion pour dire, ben, tu sais, si moi, dans ma famille, ça s'est rendu, ben, je ne suis pas tout seul. Puis, tu sais, puis on a des traditions acadiennes qui nous viennent de ces gens-là. On a de l'histoire qui nous est venue. C'est pas juste une affaire généalogique, notre lien à l'Acadie. C'est qu'il y a quelque chose qui nous a aussi été transmis. Puis, ben, c'est ça. Ça fait partie aussi un de mes combats ou un de mes trips, justement, en diffusant mes connaissances sur l'Acadie. Fait que c'est pour ça que. Puis là-dessus, tu vois, je t'ai même pas parlé des îles de la Madeleine, parce que les îles de la Madeleine, ils ont été annexés au Québec en 1775. Fait que ça, c'est toute une autre histoire, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures. Ouais. Je pense que tu te rends compte de la parole facile aussi. Je suis un peu jaseux, à peine. Et c'est ça, veut dire, beaucoup d'Acadiens qui s'est installé au Québec, veut dire, un exemple, je crois qu'il y a un fameux Québécois qui s'appelle Maurice Richard, qui a des racines acadiennes, Jean Béliveau, tu sais, les Ah, Canadiens de OK. Montréal, beaucoup. Ben oui, puis ils ont toutes ces racines-là qui viennent justement soit du temps de la déportation ou même après, parce que dans les années 1800, tu sais, à partir de 1850 ou même début des années 1900, les Acadiens qui vont venir travailler dans les papeteries au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ceux qui sont envoyés pour coloniser en Abitibi, parce que finalement, ça ne marche pas aux États-Unis, tu sais, parce il y en a tout un lot qui sont partis pour travailler dans les usines, comme tu sais, aux États-Unis. Puis il y en a un lot qui va finir par venir parce qu'ils n'aiment pas ça, vivre en anglais, puis qui vont dire, bon, on va s'en aller. Il n'y a pas de job en Acadie, ben, il y a de la job au Québec, puis ils viennent au Québec. Puis finalement, il y en a qui, par la suite, ben, ils traversent en Ontario. Puis, tu sais, ça avec, tu sais, il y a combien d'Ontariens qui sont descendants acadiens? Cette recherche-là n'a pas été faite. Mais
il y a plein de petits villages francophones du nord de l'Ontario. Je pense à Hearst, je pense à Sudbury, où il y a des gens là qui sont soit d'origine acadienne via le Québec avant ça, ou d'Acadie qui sont allés travailler aux États-Unis, qui par la suite sont partis s'installer. Tu sais, ça avec, hein, puis il y a tellement de recherches qui est possible à faire, qui est pas faite, puis voilà. Fait qu'il y a bien des histoires qu'on ne sait pas encore. Et puis des histoires qu'on ne sait pas encore. Une question pour toi. As- Pendant l'une de tes recherches, y a-t-il des faits? Tu sais, y a-t-il des détails qui t'ont vraiment surpris, que tu n'as pas soupçonné, que ça t'a passé? Je sais que tu en as parlé avec un, mais il y en a-t-il un autre? Je crois que Ah, ça a gelé ouais, pendant ouais. quelques Non, instants, c'est, là. va éditer ça. Worry pas sûr. Don't worry. Worry OK. pas. Yeah. Fait que là, tu m'as dit, y a-tu des détails? Puis là, remettre ta Ouais, question, s'il te on va plaît. remettre la question, oui. Oui. Oui, ouais, on t'a touché les sujets ici. Durant l'une de tes recherches, y a-t-il de quoi une découverte que tu as fait que tu soupçonnais pas, que tu n'as pas d'idée que ça existait, puis tu n'as pas le document là, mais y aurait-il de quoi d'autre, même si c'est un détail mineur? Euh, ben, tu vois, ça, ben, c'est un détail mineur, mais qui ne l'est pas. Puis ça, c'est quelque chose, parce que je suis maître généalogiste aussi, là. Moi, ça fait depuis 80, mon Dieu, bon, ça me rajeunit pas. Depuis 91 que je fais des recherches généalogiques. Puis là, je suis devenu maître généalogiste agréé. Puis quand moi, je lis les registres puis que je cherche des Acadiens, ben ça, c'est quelque chose de bien étonnant puis bien surprenant, dans le sens que les gens s'y attendent pas à trouver ça. C'est qu'ils sont vraiment identifiés Acadiens. Alors, dans le registre, c'est indiqué, puis dans celui de Québec, c'était même écrit en plus dans la marge. Tu sais, il a même fait un petit code, tu sais, il disait ça, c'est un Acadien qui est là. Mais c'était été la même affaire quand j'ai fouillé justement en Martinique, quand j'ai fouillé en France. Puis dans les recherches en France, des fois, ils vont dire bah, mais ils ne s'identifiaient pas, mais c'est parce qu'ils mélangent les Français, les Canadiens et les Acadiens qui ont été aussi déportés en France en même temps. Il n'y avait pas que des Acadiens qui ont été déportés en France en 1758, 1759. Il y avait aussi des Canadiens et des Français sur les îles françaises de je te parlais tantôt, l'île Saint-Jean puis l'île Royale. Eux autres, ils ne s'identifient pas Acadiens. C'est normal. Fait qu'ils ne se disent pas. Puis on le voit dans le recensement de 1752, ils sont identifiés Canadiens, Français, Acadiens. Quand ils arrivent en France, c'est la même chose d'un registre. Alors, les Français ne s'identifient pas français, sont en France. Ça règle le problème. Les Canadiens, c'est pas autant identifié, mais les Acadiens, pour la très grande majorité, ils s'identifient. C'est écrit, c'est acadien. Genre, je pense à Cherbourg, là, ça va être écrit acadienne de Cap-Sable. Ça va être des choses comme ça. Là. C'est assez impressionnant. Mais ça, c'est un petit détail que les gens, ils pensent que ça n'existe pas. Puis pourtant, c'est bien là. Fait que c'est pareil un peu partout au Québec, quand tu fouilles dans un registre à ce moment-là, ils s'identifient. Puis des fois, c'est même écrit Acadien de nation. Mhm. Tu sais, puis des fois, les gens, tu lis ça, puis là, ils disent attention, il ne faut pas se mélanger avec le nationalisme du 19e siècle ou du 20e siècle. Ben non, je le sais que c'est pas ça, parce qu'on est au 18e siècle. On n'est pas dans une quête ça prend un pays, on n'est pas là-dedans, là. Mais ils s'identifient comme nationalité acadienne. C'est quand même quelque chose, là. C'est ça, je trouve que c'est fort. Puis ce qui est fort là-dedans, c'est que quand on y pense à notre histoire, en 1713, l'Acadie perd son statut français, devient britannique officiellement. Puis même à ça, tu vois, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, il s'identifie toujours comme Acadien et de nation, comme il le précise dans certains actes. Dans les actes notariés aussi, c'est comme ça. Fait que ça, du moins au Québec, fait que ça, c'est quelque chose qui est fort, puis qui parle du sentiment d'appartenance, puis de l'identité de qui on est. Puis quand on regarde aussi cette différence-là, parce qu'il y en a qui me disaient oui, mais entre les Acadiens et le Québec, y a-t-il une différence? Bien, si on retourne à ce moment-là, il y en a déjà une grande parce que les seigneuries sont abolies en 1732, puis les Acadiens vont vivre sous un système britannique.
avec un système de représentation. Ils vont dire à ce moment-là député, tu sais, mais c'est un délégué dans le fond, là. Donc, chaque pré ou hameau, les Anglais vont dire village dans leur texte, là, fait qu'on voit encore village aujourd'hui, là, mais c'est des prés ou des hameaux qu'on disait à ce moment-là. Ben, il y a un représentant envers l'autorité britannique. Tu sais, c'est un qui nommait député, mais c'est un délégué, là. Il y a pas de tâche de député comme aujourd'hui au parlement, là. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose de super distinctif qu'on réalise pas. La seigneurie au Québec est abolie en 1854. Tu sais, c'est une centaine d'années plus tard. Tu sais, ça va les distinguer beaucoup, ça, les Acadiens, des Canadiens à ce moment-là. Puis l'autre chose aussi, c'est toute la question, tu sais, de l'importance de la langue, puis de la différence. Oui, l'accent est différent parce que les régions d'origine, de départ, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour avoir été dans le Poitou 2 fois, dans ma vie, l'été passé pour, le 250e, de la ligne acadienne, ben, tu sais, quand tu es sur place, puis tu as ces Français-là qui, comme moi, ils ont un sentiment d'appartenance acadienne, puis qui disent: «Ben, moi, mon ancêtre, il a été déporté, puis il était ici, puis il est venu s'installer ici», puis qu'il y a une histoire similaire entre ce que mes ancêtres ont vécu quand ils sont venus se réfugier au Québec, ou pour ceux qui ont été déportés à New York, puis qui sont partis vivre en Martinique. Tu vois ce vécu-là, puis qui ont des mêmes histoires qui leur ont été racontées par les grands-parents comme moi j'ai vécu. C'est particulier. Puis ce qui était le fun dans le Poitou, et c'est drôle parce que, tu sais, bon, le français est pas une est pas, c'est pas le même accent partout en France, là, tu sais. Il faut déjà enlever ce barrière-là, là. C'est pour ceux qui connaissent pas bien, là. Paris, c'est particulier, puis le reste de la France, c'est autre chose. C'est comme Montréal et Québec, c'est autre chose, puis le Ouais, reste du Québec, c'est autre chose. ouais, Mais quand même, hem, mais tu sais, moi, les Français me disaient: «Ah! Il parle comme grand-maman, il parle comme grand-papa». Puis là, je suis comme: «Ah wow, c'est spécial ça», parce que moi, tu sais, tu dis ils pensent ça, là, mais c'est parce que leur français change, tu sais, il continue d'évoluer comme le nôtre évolue encore. Mais c'est spécial de se faire dire ça, puis tout d'un coup, tu entends un Français qui parle avec une éloquence, puis tout d'un coup, il sort un pas, et super acadien, là. Tu fais comme: «Wow, OK, là, je suis vraiment ici dans un mélange, là». ouais, Je me suis mais c'est ça qui est beau de cette appartenance-là, puis de reconnaître, tu sais, ce vocabulaire-là qui est distinctif du Poitou, qu'on retrouve en Acadie, qu'on n'a pas nécessairement au Québec, parce que les ancêtres du Québec sont plus du nord, de la France, de la Normandie, de la Bretagne. Puis là, je généralise, il y en a qui viennent d'ailleurs aussi, il y en a qui vont venir du Poitou aussi, ouais, au Québec. Mais si on ressort, tu sais, les grandes généralités, pardon, tu sais, qu'on va retrouver, on est capable, tu sais, de voir ces différences-là, puis de reconnaître ce qui fait que ce qui est distinctif d'un Acadien, puis d'un Canadien ou d'un Québécois aujourd'hui qu'on dirait. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, je trouve que, tu sais, c'est tous des petits détails, mais quand tu prends la peine d'être attentif, de lire là-dessus, puis de comprendre ou de jaser avec les gens, puis tu te rends compte que ces petites différences-là, finalement, qui se rejoignent parce qu'on a ce passé-là commun, tu sais. C'est aussi quelque chose de, tu sais, que c'est inattendu aussi. Quand je suis allé en Louisiane, je suis allé quelques fois, puis quand je me suis ramassé au village, historique à Lafayette, moi, comme touriste, je dis toujours bonjour en premier. Que j'arrive, à Edmonton, en Alberta, que j'arrive à Vancouver, que j'arrive, à Boston, je dis bonjour parce que je sais jamais si la personne en avant de moi, c'est un franco ou peut-être un francophile, qui est, tu sais, quelqu'un qui aime le français puis qui a appris le français. Fait que soit que je me fasse répondre en français ou je me fasse dire «Sorry, I don't speak French», puis c'est bien correct. Puis des fois, je leur fais la blague «It's okay, I can speak Spanish too». J'aime ça les taquiner un petit peu, pour leur dire hein, on est capable de parler un peu plus que juste une langue là, dans la vie. Mais en tout cas, ça, c'est ma blague à moi. En tout cas, pour en revenir à Lafayette, la femme me répond: «Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français». Ben, j'ai dit: «On va pratiquer ensemble, puis si tu as un mot que tu le sais pas, tu t'en rappelles pas, ben, tu me le diras en anglais, puis je vais te le dire en français. Puis on va pratiquer en jasant ensemble». Puis on a jasé, puis tu sais, c'était fou, là, parce que
j'étais à Lafayette, j'étais en train de jaser en français avec quelqu'un qui a ses origines acadiennes, comme moi, puis qui a un même bagage, puis on se comprend, tu sais. Puis c'est arrivé une fois dans tout l'échange qu'elle cherchait un mot, puis on il a trouvé, puis elle «Ah oui!» Puis elle était super contente, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut oser, tu sais, puis c'est tout oser parler en français entre nous, là, quand on voyage, puis mais ça, tu sais, c'est ces petites découvertes inattendues, ces petites rencontres-là, puis là, tout d'un coup, ben, Zachary Richard, c'est le mieux pour le dire, là. Il s'agit que tu mets 2 Acadiens ensemble, là, puis qu'à un moment donné, ils finissent par trouver quelque chose de commun, là, ensemble, là, puis il y a une racine en quelque part qui se retrouve, là, un arrière-grand-père qui est cousin qu'un autre, là. Mais c'est ça, tu sais, puis ça, c'est toujours des belles petites surprises inattendues, là. Et pour sûr, je veux dire, c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, j'ai appris pendant mes années et plus dans ma vie adulte, tu sais que vraiment, notre parler à la baie Sainte-Marie veut dire, c'est vraiment un mythe qu'on parle mal et tout ça, veut dire, c'est ça l'affaire. Quoi c'est, affaire, il y a un mot que tu avais dit, là, je ne sais pas, juste le mot c'était, je ne sais pas, juste le mot que c'était, mais tu avais dit ça, juste comme nous autres, là, c'était peut-être affaire ou comme tu l'as dit, mais tu avais meilleur la même prononciation de ce petit détail-là, m'a parti de. Mais ouais, certainement, à cette heure, je suis plus vieux, je vais au Nouveau-Brunswick, je vois les Acadiens du Nouveau-Brunswick, et puis j'ai pas peur de parler de ma façon parce qu'ils parlent aussi tant comme nous autres, comme j'ai découvert. Et puis, vraiment, pour finir le podcast ici, pour tous les Acadiens de la Nouvelle-Écosse en particulier, puis aussi les Acadiens du Nouveau-Brunswick, mais vraiment, c'est les Acadiens du Nouveau-Brunswick qui souffrent de ça, c'est beaucoup, c'est l'insécurité linguistique. Quoi c'est le message à nous autres? Ben, déjà, la première des affaires, quand on regarde, ben, là, c'est l'enseignant qui parle. L'historien va faire son petit bout là-dedans, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, pour avoir été en Louisiane, pour avoir été en France, pour avoir été en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, pour avoir été dans l'Ouest canadien, pour avoir fait plusieurs régions du Québec, il n'y a pas un français parfait. Ça n'existe pas. Les Français ont leur anglicisme à eux autres, qui ne sont pas les nôtres. Puis là, je parle des nôtres, peut-être que c'est des fois, c'est les mêmes pour vous autres, mais au Québec, tu sais, on va magasiner, eux autres, ils vont faire du shopping. Et nous autres, on ne dit pas ça, du shopping ici au Québec, tu sais. Euh, Puis il y en a plein, plein d'expressions comme ça, tu sais, qui sont des utilisations d'anglicisme. Fait que déjà là, euh, moi, je dis ça, il n'y a pas un français parfait. Il y a un français qui a des accents, qui a sa couleur particulière. Alors, qu'on soit dans Clare ou dans Argyle, vous avez votre couleur à vous autres, qu'on appelle en tant que tel des régionalismes. Euh, Puis moi, il y en a dans mon patelin à moi. Moi, je viens de Chaudière-Appalaches. Puis il y en a plein. Je veux dire, tu sais, si je donne quelques exemples, là, maman, ma mère, nous Ouais, autres, on dit maman chez nous. Maman, elle disait en hiver, n'oublie pas de mettre ta cromone, un foulard. Il ouais, y a pas dans ma région, ça se dit. J'arrive en ville, je dis que hey, j'ai oublié ma cromone, je vais me faire regarder comme ça. Tu sors d'où, toi? Ma mère, elle me disait où t'as mis tes godorses? Bon. Ou elle disait aussi où t'as mis tes sujets? C'est la même affaire. C'est des souliers. Hein? Mes sujets ou mes godorses, c'était mes souliers, ce que je les avais mis. Ou elle me disait, va chercher ta tugère pour manger. Puis là, je disais, hey, elle est restée sur la table. Bon, elle va la chercher. Mais tu sais, tugère. Le tcha, il n'est pas, c'est pas typique en Nouvelle-Écosse, tu sais, ou de certaines régions. Il est aussi dans ma région, mais c'est sûr qu'on est descendant acadien. Est-ce que c'est des mêmes familles? Peut-être. Tu sais, ma mère, elle disait, as-tu amené ton vaisseau pour aller chercher des bleuets, tu sais? Mais le vaisseau, tu sais, c'était un gros plat pour aller OK. chercher. Mais tu sais, ça, c'est du vocabulaire qui nous vient de nos ancêtres qui travaillaient ces bateaux, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un plat, on le sait que c'est un plat, mais moi, je le savais, c'était ça. Mais si je disais ça à l'école, qui c'est que tu parles?
Puis, tu sais, c'est des bleuets, c'était pas des bleuets. Mais, fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, ça, c'est nos couleurs à nous autres. Puis je pense qu'il faut, moi, ce que je trouve, c'est qu'il faut être fier de nos régionalismes, de notre couleur particulière. Puis c'est ce qui fait qu'on est différent. Puis c'est ce qui fait aussi que ben, c'est beau, cette différence-là. Puis qu'on est capable aussi de se comprendre entre nous autres. Je veux dire, si t'as un mot que tu comprends pas, tu dis qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 2 ans, quand j'ai fait la tournée de la Nouvelle-Écosse, j'avais justement mon chauffeur d'autobus, un gars de Clare, puis un moment donné, je lui disais « Tu fais ton petit tannant », puis il me comprenait pas. Puis là, j'ai dit « Tu fais ton petit job ». Là, il dit « Ah oui! » Ben, c'est correct, on faut juste se le dire, mais c'est la même affaire. Mais moi, je connaissais les deux expressions. Tu sais, ma mère, elle disait ça, qu'on était les petits tannants ou qu'on faisait nos petits jobs. C'est la même affaire, tu sais. Mais encore là, tu sais, c'est juste de se parler puis de se le dire. Puis là, ben, on fait Ah, wow! Puis on apprend une nouvelle expression qui vient d'une région différente. Puis c'est votre couleur. Puis il faut être fier de ça. Puis, dernier mot sur l'insécurité linguistique, plus précisément, moi, je te dirais, moi, personnellement, j'envie de l'insécurité linguistique, mais quand je parle anglais, parce que je parle pas souvent d'anglais. Fait que je cherche mes temps de verbe des fois j'hésite, je me trompe de temps de verbe, comme je disais, je cherche des mots, puis là, des fois, je me choque parce que c'est le même maudit mot, c'est juste l'accent qui n'est pas à la même place sur le mot. Mais je me rappelle, quand j'étais au secondaire, que mon enseignant d'anglais nous avait dit à ce moment-là, ben suivez une télésérie anglaise pour justement, tu sais, faire l'oreille, pour pratiquer, pour entendre de nouvelles expressions, puis dire, au pire, je cherche en dictionnaire, tu vas savoir ce que ça veut dire. Au pire, tu me le demanderas quand tu reviendras à l'école. Puis moi, dans ce temps-là, j'avais choisi The Fresh Prince of Bel-Air, parce que c'était bien à la mode. Là, c'est revenu, là, c'est autre chose, là, mais dans ce temps-là, les années 90. Fait que, puis c'était pareil, au début, là, quand j'ai commencé à regarder des films en anglais, version originale, j'avais besoin des sous-titres. Parce que l'anglais, moi, c'est pas ma langue première, puis mes 2 parents, ils parlent français. Beauceron acadien mélangé, puis ensuite j'ai grandi en ville, fait qu'il fallait que je parle français correct, soi-disant, entre guillemets, là, on va le préciser, pour me faire comprendre à l'école, puis le français à la maison, qui était 2 français, là, mais bref, on se comprend. Fait que mon message, c'est ayez pas peur, ben, prenez-en une série française, là, puis écoutez-la, puis soyez ouverts à ces nouvelles expressions-là, que ce soit traduit de français international, que ce soit traduit de français québécois, ou même du Nouveau-Brunswick ou d'ailleurs, que ce soit de la Louisiane, puis soyez pas gênés. Vraiment, là, moi, le complexe d'infériorité, là, mettez ça aux poubelles. Soyez fiers de qui ce que vous êtes. Vous avez votre français, comme le mien, comme celui dans les autres régions, ben, il reflète notre histoire, il reflète notre bagage culturel, puis il faut être fier de qui ce qu'on est. C'est ça que j'ai à vous dire. Vraiment BD. Et puis, partage tes sentiments, 100%. Ça fait que vraiment bonne discussion. Et merci vraiment pour participer. Vraiment apprécié. Ben, merci à toi pour m'avoir invité. J'étais vraiment, vraiment content de faire partie de ton podcast. 100%. Puis possiblement te voir ici dans Claire dans quelques semaines. Absolument. Ça fait que tout le monde, merci pour écouter et à la prochaine.